Eh bien, bonjour à tous. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais, ça fait bizarre. Mais je reviendrai là-dessus dans pas longtemps. La guerre, c'est moche. Et dans la guerre, il y a forcément des horreurs qui sont commises sur des soldats ou des civils innocents qui n'ont absolument rien demandé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre d'indépendance américaine, plus précisément d'une partie de ce conflit qui s'est déroulé dans l'Ohio, et qui a opposé les colons américains aux Amérindiens, et donc forcément aussi aux Britanniques. Une nouvelle fois, on va pouvoir se rendre compte à quel point l'être humain peut être monstrueux avec ses semblables. A tout de suite. On est en 1775 quand la guerre d'indépendance américaine éclate entre les colons américains et britanniques. La rivière Ohio, située donc dans l'Ohio, délimite en quelque sorte une frontière entre les Américains et les Amérindiens, qui eux veulent rester neutres dans ce conflit. Mais pas tous, il y a plusieurs peuples amérindiens dans la vallée de l'Ohio, comme par exemple les, désolé pour la prononciation, les Shawnee, les Mingo, les Lenape ou encore les Wyandots, qui eux voient en ce conflit un moyen de récupérer des terres qui leur ont été prises par les Américains. Donc certains d'entre eux vont rejoindre les Britanniques dans cette guerre. En 1777, la guerre va s'intensifier et les Britanniques vont armer les Amérindiens pour qu'ils lancent des raids sur les Américains. Donc forcément, les Américains répondent et ça devient de plus en plus tendu. Surtout pour les Amérindiens voulant rester neutres, car ils sont pris en étau entre d'un côté les Américains et de l'autre les Britanniques, basés à Détroit. En février 1778, les Américains vont lancer une expédition contre les Britanniques. Environ 500 miliciens vont marcher direction Fort Pitt, qui deviendra plus tard Pittsburgh. Mais c'est un échec dû au mauvais temps et ils rebroussent chemin. Sauf que sur le retour, ils croisent de paisibles Amérindiens Lenape et ils décident de les massacrer, dont les enfants. Et parmi les victimes, il y avait de la famille d'un chef Lenape, un certain Hopocan. Cependant et contre toute attente, faisant partie des Amérindiens neutres, il décide de ne pas se venger. Il sera même un des signataires d'un traité avec les Américains, leur accordant un droit de passage pour attaquer les Britanniques. Mais les relations vont vite se détériorer et finalement les Lenape rejoindront eux aussi les Britanniques dans cette guerre. Les années suivantes vont pas arranger les choses et les Amérindiens vont multiplier les raids sur les Américains, qui feront de même, en attaquant parfois des villages. En 1781, les Américains veulent que l'aide que les Britanniques apportent aux Lenape soit absolument stoppée. Le général William Irvine examine alors le problème, et pour lui c'est totalement possible, en attaquant la ville de Détroit, où sont donc basés les Britanniques. Sauf que la ville est bien protégée, il contacte alors George Washington, commandant en chef des armées et futur président américain. Celui-ci lui répond qu'il le soutient et que Détroit doit tomber. Sauf qu'Irvine, pour assurer la victoire, a besoin de 2000 hommes, 5 canons et une colonne d'approvisionnement. Malheureusement, Washington lui répond que les caisses sont vides et qu'il lui est impossible de financer une telle campagne. Donc le projet d'attaque de Détroit est mis de côté. En mars 1782, on va monter d'un cran dans l'horreur. Lors d'un raid amérindien, une mère et son bébé sont tués de manière sanglante. Le lieutenant-colonel David Williamson, accompagné de 160 miliciens, va alors tenter de retrouver les auteurs, mais malheureusement en vain. Ils vont alors décider de capturer une centaine de Lenape convertis au christianisme, dans le village de Nyadenuten, ou un truc comme ça, qui est composé essentiellement de femmes et d'enfants, dont des métis. Ils vont les emmener dans une bâtisse, les scalper et les tuer. Et pour ceux qui étaient blessés, ils mettront le feu dans le bâtiment et les laisseront mourir brûlés. Seuls 2 enfants seront retrouvés vivants, dont un qui avait été scalpé et laissé pour mort. Ce massacre va grandement renforcer la haine des Amérindiens envers les Américains. Et ça peut se comprendre. Peu de temps après, le général Irvine prend une nouvelle décision. Puisqu'il n'a pas les moyens d'attaquer la ville, il va attaquer à l'aide de miliciens tous les villages amérindiens qui mènent jusqu'à Détroit. Et il va pas manquer de volontaires, car quelques jours avant, la famille d'un pasteur avait été massacrée lors d'un raid. Les miliciens se présentent donc avec leurs propres armes et équipements, et ils seront au total 500. Ils élisent alors à leur tête William Crawford, un colonel en retraite de l'armée régulière, et son second sera le colonel David Williamson, celui-là même qui avait massacré les Amérindiens dans le village Lenape. Un certain Dr John Knight de l'armée régulière sera aussi de la partie, en tant que chirurgien de la milice. Le départ a lieu le 25 mai 1782. Ils quittent le petit village de Mingo Bottom, et ça s'annonce plutôt compliqué. Les hommes gaspillent leurs rations, font des jeux de tir avec leurs mousquets, et encore mieux, ils font des pauses pendant la marche. Ça ne plaît pas trop à Crawford, mais étant conscient que ça ne reste qu'une milice, il est assez coulant avec eux. Le 3 juin, il tombe sur un village Wyandots qui était totalement déserté. En fait, les Wyandots se sont installés dans un nouveau village, à quelques kilomètres, mais ça les Américains ne le savent pas. Donc les chefs se concertent pour savoir où aller désormais, tandis que certains hommes veulent déjà arrêter l'expédition.
Williamson, quant à lui, veut cramer le village abandonné, sauf que Crawford lui répond que c'est hors de question. C'est alors que des éclaireurs qui avaient été envoyés vers le nord reviennent en catastrophe au camp et rapportent qu'ils ont engagé le combat avec une force amérindienne importante et qu'ils marchent droit sur leur position. Et là, c'est le moment suspense de la vidéo, car les Américains ils ne comprennent pas pourquoi les Amérindiens semblent savoir qu'ils sont là. Et ben en fait, c'est très simple. Le 8 avril, donc à peu près un mois et demi avant le début de l'expédition, un soldat américain au courant de tout va être capturé par les Britanniques. Et il va absolument tout leur balancer. Les Britanniques préviennent alors les Amérindiens, et ces derniers vont déjà envoyer des éclaireurs pour suivre la milice dès son départ. Une fois celle-ci en vallée de l'Ohio, les Lenape d'Opokan ainsi que les Wyandot, avec leur chef Duncat, seront rejoints par des guerriers Mingo pour attaquer la milice américaine. Ils sont estimés entre 200 et 500 hommes, et seront en plus appuyés par des guerriers Shawnee et des soldats britanniques, mais qui les rejoindront plus tard. Le 4 juin, une première confrontation va avoir lieu. Des éclaireurs américains vont une nouvelle fois engager le combat contre les Lenape d'Opokan. Les éclaireurs sont mis à mal, mais sont vite rejoints par la milice. Ils arrivent alors ensemble à repousser les Amérindiens, du bois où les combats ont lieu. Les Wyandot et leur chef Duncat, qui étaient restés en retrait, rejoignent alors les Lenape pour les soutenir dans leur attaque, ainsi que 2 agents britanniques, Simon Gerty et Matthew Elliott, qui vont coordonner les actions amérindiennes. Les combats vont durer 3 heures et la nuit dans chaque camp, on dormira armes au poing. Au final, on comptera 5 morts de chaque côté et quelques blessés. Le 5 juin, les combats reprennent. Les Américains sont bien retranchés dans leur bois. Quant aux Amérindiens, eux, tirent de loin, en attendant les renforts qui devraient bientôt arriver. Entre-temps, Gerty, l'agent britannique, monte sur son cheval avec un drapeau blanc et galope en direction de la milice. Il demande à Crawford de se rendre, mais celui-ci refuse. Dans l'après-midi, c'est la stupeur côté américain, quand on voit plusieurs dizaines de soldats britanniques rejoindre les Amérindiens. Et juste après, environ 140 guerriers Shawnee accompagnés de leur chef, Black Snake. Il était pas dans les Avengers, lui ? Tout ce petit monde va alors encercler le bois où se trouve la milice, et ça va être un peu la panique côté américain. Il va être convenu par Crawford de se retrancher en attendant que la nuit tombe. Une fois dans la pénombre, la milice entame une retraite en douceur pour ne pas être repérée par les Amérindiens. Mais ils vont complètement se foirer et se faire repérer par les sentinelles amérindiennes, qui vont commencer à leur tirer dessus. Et là, ça va être un cirque monumental, car dans la panique, certains miliciens vont abandonner les blessés qu'ils transportaient, tandis que d'autres vont s'enfuir et se paumer dans les bois. Et ça va sévèrement énerver Crawford, qui tente de tenir ses hommes comme il peut, mais malheureusement pour lui, le plus gros des troupes a déjà détalé. Le lendemain, soit le 6 juin, environ 300 Américains se sont repliés dans le village Wyandots abandonné. Mais Crawford n'est pas là, c'est donc Williamson qui prend la tête des opérations. Il va décider de continuer de se replier, direction Mingo Bottom, leur lieu de départ, sauf qu'ils vont être harcelés sur environ 40 km par une force amérindienne et britannique. Ils vont ensuite décider d'établir un camp, et Williamson va mettre ses hommes en garde. S'ils paniquent et tentent de fuir, c'est la mort assurée. Leur seul moyen de survie est une retraite lente et organisée. Et ça va fonctionner, puisque les Britanniques et les Amérindiens, après avoir capturé 2 soldats américains, vont arrêter de les suivre. Finalement, le 13 juin, les Américains avec Williamson à leur tête arrivent à Mingo Bottom. Puis les jours suivants, d'autres petits groupes de miliciens qui ont échappé aux Amérindiens y arrivent aussi. En tout, sur 500 miliciens, on en compte 70 manquants, capturés ou tués, et Crawford est l'un d'entre eux. En fait, le 7 juin, alors que Crawford, accompagné de Knight le chirurgien et 4 hommes marchaient en direction de Mingo Bottom, il tombe sur un groupe de Lenape. Ils n'ont aucune chance et se constituent prisonniers, mais les 4 soldats tentent de s'échapper, 2 seront rattrapés, tués et scalpés. Pour ce qui est des prisonniers, rien de très bon les attend. En fait, il y avait plusieurs issues possibles pour eux. Ils pouvaient être échangés contre rançon, devenir esclaves ou pouvaient même être adoptés par une tribu. Sauf que depuis le massacre commis par Williamson, eh bien on ne négocie plus. Non, on tue les Américains. Crawford et Knight sont emmenés dans un camp amérindien, où sont détenus 9 autres prisonniers américains, et où se trouve aussi l'agent britannique Gerty, qui avait pris part au combat. Souvenez-vous, c'était celui qui était monté sur son cheval pour demander aux Américains de se rendre, et Crawford avait refusé, et là il allait bientôt le regretter. Le 11 juin, Opokan peint le visage des 11 prisonniers en noir, ce qui veut dire qu'ils seront bientôt exécutés. Alors par contre, ne faites pas ça de nos jours si vous êtes blanc, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Ils sont ensuite emmenés dans un village Lenape. En chemin, 4 prisonniers sont tués à coups de tomahawk et scalpés. On fait asseoir les 7 autres prisonniers à distance les uns des autres, puis un groupe de femmes et de garçons tue 5 prisonniers à coups de tomahawk, puis les scalpent. Les garçons prennent alors les scalpes des victimes et vont frapper Knight et Crawford avec, qui sont donc les 2 derniers survivants. N'empêche, là tu te mets à leur place, tu dois vraiment pas être bien. Tu dois vraiment te demander à quelle sauce tu vas être mangé. Opokan va leur tenir un discours en accablant Crawford, et une fois son discours terminé, l'horreur va commencer pour le chef de la milice. Et tout ça est très bien détaillé. Je peux vous dire que ça a dû piquer pas mal. Déjà, il va être déshabillé. On va attacher ses mains derrière son dos et relier la corde à un pieu dans le sol.
Un grand feu va être allumé et des guerriers amérindiens vont tirer à blanc sur Crawford avant de lui couper les oreilles. On jette des braises ardentes sur le sol et à l'aide de bâtons enflammés, on le force à marcher dessus. Crawford va alors supplier Girty, l'agent britannique, de lui coller une balle dans la tête, ce qu'il ne fera pas. Peut-être parce qu'il s'en foutait, ou peut-être qu'il ne voulait pas risquer qu'une tribu amérindienne surexcitée prenne mal les propos d'un petit blanc là au milieu. Bref, après environ 2 heures de torture, Crawford s'effondre. Il est alors scalpé et une femme lui verse des chardons ardents sur le crâne. Ce qui a pour effet de le réveiller, puisqu'il se remet debout et marche comme s'il ne souffrait pas. Bon, en même temps, je suis pas médecin, mais je pense que là, le cerveau, il est un peu en roue libre. Votre corps doit sûrement se laisser aller jusqu'au moment fatidique. Crawford sera encore un peu torturé, puis finalement il sera brûlé vif. Le lendemain, on promène Knight de village en village avant son exécution. Mais par miracle, parce que là pour lui on peut vraiment parler de miracle, alors qu'il est seul avec son gardien, il va réussir à l'assommer avec un bâton, et il va s'enfuir. Il sera retrouvé en piteux état le 4 juillet par des chasseurs américains qui le ramèneront à Fort McIntosh. Le jour de l'exécution de Crawford, un autre groupe de prisonniers avait été emmené dans un village chaude. Pas en noir comme les autres, ils se feront tailler en pièces à coups de tomahawk par les villageois, et leurs têtes ainsi que leurs membres seront exposés tout autour du village. Et enfin, un des tout derniers prisonniers, un certain John Slover qui était éclaireur dans la milice et qui était sur le point de se faire exécuter à son tour, réussira à s'échapper avec panache, dirons-nous. Alors qu'il est nu, il va s'emparer d'un cheval et galoper à toute vitesse pour échapper aux Amérindiens, et sera l'un des derniers survivants à rentrer. Avant de vous laisser, j'ai quand même fait une petite recherche sur David Williamson. Vous savez, celui qui a commis le massacre de Gnadenhutten. Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais... Bon bref, et qui s'en est donc sorti vivant. Eh bien, ce sympathique personnage, après toutes les horreurs qu'il a commises, est devenu shérif en Pennsylvanie. Et finalement, il mourra en 1814 à l'âge de 62 ans, dans la pauvreté. Pas bien violent le karma là quand même. Allez, sur ce, je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié cette histoire, et je reviens très vite pour une petite vidéo de fin d'année. Abonnez-vous, likez, partagez, et la bise à tous. C'est vrai que vous verrez plus le clin d'œil maintenant. Bon bah à plus.